Bonjour tout le monde et bienvenue à cette conférence l'IA au service de l'environnement, l'enjeu des données. Cette conférence vous est proposée par le groupe de travail environnement qui fait partie du Hub Francia. Avant qu'on débute, j'introduis un petit peu le Hub Francia qui est une association de loi 1901 qui vise à fédérer les acteurs de l'écosystème IA pour permettre le développement de propositions et de solutions concrètes. Et le Hub Francia, c'est à peu près 150 membres et partenaires pour accélérer l'adoption de l'IA au sein des entreprises et des institutions au niveau national et européen. Voilà pour la petite introduction du Hub Francia. Pour entrer dans le vif du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir l'utilisation de l'IA au service de l'environnement et l'enjeu des données, nous accueillons Victor Crété, qui est senior consultant au sein de Suricats Consulting. Ensuite, Thomas Gomez, qui est chargé de projet agriculture numérique au sein de Ag Data Hub. Guillaume Desvaux, qui est président au sein de AI Cargo Foundation. Antoine Lefebvre, qui est PDG au sein de Carmap. Et enfin, Alexandre Pachoutine, qui est CTO au sein de Cabot. Avant de donner la parole à Victor, qui sera notre premier intervenant, un bref rappel pour tous les participants. Vous pouvez, dans le bouton de chat tout en bas à droite, interagir et partager éventuellement des informations. Vous pouvez également poser des questions dans le petit onglet questions qui est juste à gauche du bouton chat. Ces questions, on va les lire au fil de la conférence, mais en tout cas, on réservera un temps de questions-réponses à la fin des interventions de chaque intervenant. Et donc, n'hésitez pas à les poser pour qu'on puisse déjà en prendre compte, les appréhender et les poser le moment venu. Voilà pour la petite introduction. Je laisse la parole à Victor pour l'introduction sur cette conférence. Merci Pierre. Alors, je ne sais pas si j'attends une minute ou si je démarre tout de suite. On va y aller. Donc très rapidement, Victor Crété, donc senior consultant chez Suricats. Aujourd'hui, je co-anime le groupe de travail IA et environnement avec le Hub Francia. Donc Suricats Consulting, on est une entreprise de conseil en numérique assez classique. On travaille sur différents projets et comme on a beaucoup de sujets autour de l'environnement, le fait d'avoir des impacts positifs par rapport à l'environnement notamment, on a fait cette association avec le Hub Francia. Et aujourd'hui, je vais introduire le sujet du jour qui est autour surtout de la donnée et de comment est-ce que cette donnée, quand on l'utilise pour en faire de l'intelligence artificielle, on peut essayer d'en avoir un impact positif pour l'environnement. Avant d'en venir exactement à ce sujet-là, il nous paraissait intéressant d'expliquer un petit peu comment on était arrivé à cette conférence, pourquoi ça nous paraissait intéressant avec les différents membres du GT. Quand on a lancé le groupe de travail IA Environnement il y a un peu plus d'un an, on avait beaucoup de réflexions parce qu'effectivement, quand on prend à la fois le sujet de l'intelligence artificielle et celui de l'environnement, il y a énormément de sujets qui pop-up un petit peu de tous les côtés. Vous pouvez en voir ici des choses qui sont venues. On a parlé de transport, de gestion de l'eau, logistique, agriculture, ressources minières, énormément de choses, étant donné que tout, par définition, est impacté ou a un impact sur l'environnement. Et de la même manière, à partir du moment où la donnée, ça peut se collecter sur n'importe quoi. Et donc, ça peut aussi être utilisé pour améliorer un peu n'importe quoi et différents sujets. Alors ensuite, à partir de ça, on a fait plusieurs ateliers, plusieurs débats, on a parlé entre nous et on a réduit à 5 problématiques que vous voyez écrites ici. Une qui était plutôt orientée sur les normes environnementales, comment intégrer l'IA dans les normes environnementales. Des choses qui étaient liées plutôt à l'acculturation sociétale, comment communiquer auprès des personnes sur ces enjeux entre IA et environnement. Des choses un peu plus techniques sur l'architecture, l'empreinte d'une architecture IA, par exemple, ou, et là on va en parler un petit peu plus, sur les données qui sont liées aux intelligences artificielles et celles qu'on utilise pour faire de l'intelligence artificielle. Et enfin, un sujet qui revenait assez souvent, et parce qu'il y a aussi beaucoup de cas concrets dans ce secteur-là, qui était sur l'intelligence artificielle et ses impacts sur le changement climatique et les ressources agricoles. À partir de ces 5 sujets que vous avez vus ici, on a beaucoup récolté d'informations, on a fait beaucoup de recherches. Et les grands travaux du GT aujourd'hui, si vous suivez un petit peu la page notamment du Hub Francia sur LinkedIn, vous avez pu en voir passer. On a récolté notamment des cas d'usage
sur l'IA et l'environnement qu'on publie tous les mardis. Et là, on a des choses concrètes qui expliquent. Donc, il y a souvent un acteur qui a mis en place l'intelligence artificielle et un acteur qui a commandé la mise en place de ces outils d'intelligence artificielle à des fins d'amélioration, d'optimisation qui vont être directes ou indirectes et qui auront un impact ensuite sur l'environnement. Il y a eu plusieurs cas, et là, comme on a vu tout à l'heure, des choses dans le transport, dans la logistique, sur les bâtiments. Il y a eu vraiment des choses assez variées. Il y en a où on a pu mesurer directement l'impact en termes de CO2, et il y en a d'autres où c'est des choses un petit peu plus indirectes, où on a réussi à dire qu'on avait eu un gain de temps en termes de consommation, par exemple, sans forcément le traduire en CO2. On a aussi fait des récoltes sur des outils qui permettent de mesurer l'impact d'une intelligence artificielle. Et enfin, on a aussi pu faire un petit peu de benchmark sur les recherches en cours qui existent sur le sujet IA et environnement, parce que c'est beaucoup à l'état de recherche encore. Et on récolte tout ça, on a une base de données assez importante à ce niveau-là. Et enfin, le sujet aujourd'hui, c'est notre première conférence sur le groupe de travail et environnement, qu'on a décidé d'appeler l'IA au service de l'environnement, l'enjeu des données. Donc, on a vraiment voulu se focaliser ici uniquement sur les données, parce que c'est quelque chose dont on parlait beaucoup. Et donc, pour terminer cette présentation, très rapidement, je vais essayer d'introduire le sujet. Pourquoi les données? Parce que, évidemment, pour toutes les personnes, notamment présentes ici, qui travaillent directement, qui vont créer des algorithmes d'intelligence artificielle, ou même tout simplement qui vont avoir à utiliser des données dans leur travail quotidien de tous les jours, les données ont de facto un impact déjà environnemental. Pourquoi? Parce que les données, il faut les stocker. Il faut les stocker et à partir de là, ça consomme de l'énergie, le stockage. Et la deuxième utilisation qui est consommatrice et qui a un impact sur l'environnement, c'est l'utilisation qu'on fait de ces données, notamment au travers des algorithmes qu'on met en place. Alors, parfois, ce n'est pas des algorithmes d'intelligence artificielle qui utilisent les données, mais là, il y a de la consommation. Et avec l'intelligence artificielle, on utilise des volumes de données potentiellement plus importants. On utilise aussi des machines qui demandent beaucoup plus de calcul, de temps de calcul, donc plus d'énergie. Et forcément, ça va avoir un impact. Et on s'est demandé comment être sûr que si, par exemple, on veut créer un algorithme qui va à base d'intelligence artificielle, dont l'objectif sera potentiellement d'avoir un impact positif sur l'environnement, imaginons, on fait quelque chose qui va permettre de réduire la consommation de fuel d'un camion, comment être sûr que l'algorithme qu'on fait tourner ne va pas avoir une consommation finalement qui va être négative quand on fait le calcul final, que les résultats positifs qu'il est censé avoir. Et ça, c'est des questions assez complexes. Et les premières pistes de réponse qu'il peut y avoir là-dessus, c'est sur la base de données en elle-même. Est-ce qu'on peut avoir une base de données qui est potentiellement moins grande? Est-ce qu'on peut travailler sur des données synthétiques? Est-ce que peut-être on peut extraire certaines données pour avoir des jeux un peu moins grands, mais qui seraient quand même tout à fait fiables pour entraîner les algorithmes d'intelligence artificielle, de machine learning, de deep learning, par exemple? Voilà un petit peu toutes les questions qu'on s'est posées. Et donc, il y a un vrai enjeu sur l'optimisation, le management, la gestion de ces données afin d'avoir un impact positif. Et donc, certes, il y a ces données qui consomment et qui peuvent être génératrices de CO2, mais il y a aussi comment aussi utiliser ces données, comment avoir des exemples qui permettent d'inspirer pour les utiliser à bon escient, afin ensuite de pouvoir les utiliser pour avoir un impact positif sur l'environnement. Et là, les autres questions qui arrivent, c'est est-ce qu'il existe des bases de données libres qui pourraient servir à tout le monde? Où trouver ces données? Est-ce qu'elles existent? Est-ce qu'il y a des efforts à faire? Est-ce qu'il y a des associations qui ont des idées pour avoir des données comme ça? Donc ça aussi, c'est des réflexions qui rentrent dans le sujet qu'on a aujourd'hui sur l'IA au service de l'environnement. Et donc, je vais laisser les 4 personnes après moi qui vont avoir plus d'exemples pour traiter ce sujet et qui vont permettre de répondre à certaines des questions qu'on s'est posées. Merci Victor pour cette introduction. Nous allons passer la parole à Thomas qui va évoquer le sujet de la massification des données agricoles. Avant Thomas que tu commences, un petit rappel aux participants. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions dans l'onglet questions. Nous y répondrons en fin de conférence. Et je te laisse la main, Thomas. Merci Pierre. Bonjour à tous. Alors, donc je suis Thomas Gomez. Je travaille
pour la société Ag Data Hub en tant que chargé de projet en agriculture numérique. Et aujourd'hui, donc, je vous propose de nous intéresser un peu plus au secteur agricole et toujours sur cette question donc, de l'accès aux données et de la massification des données, et de voir donc nous les solutions qu'on développe pour le monde agricole pour faciliter cette massification. Donc, nous, quand on parle de données, d'enjeux autour de la data, en fait, on le résume en 3 grandes questions, qui sont la première, comment sécuriser les données agricoles. Pour ça, nous, on travaille avec l'identité numérique des exploitations qui va permettre de sécuriser les connexions entre les partenaires, identifier les parties prenantes. Un deuxième point important, c'est comment arriver à échanger des datas agricoles. Donc pour ça, on utilise un catalogue qui permet d'exposer des jeux de données, des API et de mettre, créer ce marché de la data entre fournisseurs et acheteurs. Et le troisième point, comment valoriser ces data agricoles. Donc comment est-ce qu'on arrive à massifier ces données, et avec une notarisation de ces échanges, on garde vraiment une trace de tous ces échanges. Donc voilà, bien sûr, à collecter de la donnée pour arriver à mesurer et puis derrière, potentiellement évaluer les impacts environnementaux, bien sûr. Un petit point de contexte, comment ça se passe aujourd'hui en agriculture? On a de la donnée existe, même en grande quantité. Le problème, c'est que cette donnée, elle va être dispersée entre plusieurs acteurs. Donc, si je prends mon schéma au centre, je retrouve en fait mon exploitation agricole et tout autour les différents types de partenaires. Donc, du machinisme agricole, ça peut être une assurance, une banque, un industriel. Chacun de ces partenaires va collecter de la donnée qui l'intéresse ou le format qui l'intéresse. Donc on va avoir plusieurs formats de données, donc peu de standards, peu d'interopérabilité déjà à ce niveau-là. Un deuxième point important et assez spécifique au monde agricole, c'est que ces données, elles ne sont pas stockées chez l'agriculteur, mais chez chacun des partenaires. Donc ici, on a bien une donnée qui va être dispersée, hétérogène, concurrentielle, parfois inaccessible. Une petite précision ici, quand je parle de données, en fait, je parle plus spécifiquement de données non personnelles, donc plutôt de données métiers qui peuvent être sensibles. Donc, pour l'agriculteur, il y a un réel sentiment de perte de contrôle sur ces données. Il ne sait pas vraiment où elles sont, ce qu'on en fait. S'il veut les réutiliser pour lui, son exploitation, c'est compliqué. Donc voilà, nous, l'enjeu, c'est d'arriver à faire circuler ces données, à supprimer ce côté silo des données, à les faire circuler pour justement qu'elles puissent être valorisées et créer de l'information à partir de ces données isolées. Donc on cherche vraiment à interconnecter ces 380 000 exploitations agricoles en France avec leurs 85 000 partenaires. Mais au-delà de ces aspects techniques, on va dire de format de données, de connexion, nous, il y a un frein important qui a été identifié, c'est la peur simplement de perdre le contrôle de ces données. Je les échange, mais qu'est-ce que j'en fais? Quelle garantie j'ai? Et nous, c'est vraiment sur cet axe-là qu'on travaille. Donc, on propose en fait un chemin de la donnée, donc un chemin éthique de la donnée où on va chercher vraiment à mettre les acteurs traditionnels, dont l'agriculteur, au centre de cette solution. Donc, voilà, la donnée isolée a peu ou pas de valeur. Ce qu'on cherche à faire, c'est qu'elle transite auprès de différents acteurs pour qu'on puisse la traiter, faire de l'IA, des évaluations environnementales ou plein d'autres usages. Et pour ça, on va suivre donc ce chemin de la donnée. Donc, on commence par la collecte, ça peut être du machinisme agricole, des centres de recherche, tout organisme qui détient de la donnée sur l'exploitation. Ensuite, on va sécuriser cette donnée. Pour ça, on utilise donc l'identité numérique qu'on développe avec Orange Business Services et IN Group, qui va permettre à l'agriculteur de donner son consentement pour son accord pour partager ces données à d'autres acteurs. Une fois que ce consentement a été acté,
On peut ensuite passer à la phase d'échange, donc avec cette notion de notarisation des échanges, qui peut être monétisée ou non, pour ensuite être récupéré, traité. Donc là, on a de l'IA, ça peut être même du nettoyage de données ou je ne sais quoi, pour ensuite être utilisé dans plusieurs, pareil, tout un panel d'usages. Nous, ici, avec DataHub, on se positionne comme intermédiaire de données, data intermediaries. C'est un terme qui est défini par la réglementation européenne. La particularité, c'est qu'on ne stocke pas de données et on ne traite pas de données. Nous, notre rôle ici, c'est d'apporter de la confiance dans ces échanges de données. Donc en fait, on joue ce rôle de tiers de confiance entre le fournisseur qui collecte, qui va mettre à disposition des jeux de données pour des potentiels utilisateurs ou acheteurs. Et donc voilà, c'est vraiment le fournisseur de données ici qui est moteur et avec DataHub qui apporte cette couche de confiance et de sécurité. Donc voilà, on cherche à créer cet écosystème de confiance autour de l'agriculteur. C'est pour ça qu'on dit qu'avec DataHub, ça a été créé par et pour les agriculteurs. On cherche vraiment à donner le contrôle de la donnée à celui qui la produit, donc l'agriculteur. Donc ici, on a vraiment une approche plutôt contenant de l'information. On est sur des infrastructures qui contiennent l'information. Nous, chez DataHub, on travaille aussi sur un autre axe qu'il faut prendre en compte, c'est plutôt sur le contenu, donc comment on structure, comment on formate les données. C'est un axe de service qu'on mène en parallèle pour développer des standards et être sûr que cette donnée puisse être intelligible et réutilisée par la suite. Et c'est un travail aussi important, c'est pour ça que je le précise, pour avoir toute cette chaîne fonctionnelle. Mais donc voilà, cette vision, ce modèle de chemin de la donnée, on n'est pas les seuls à le porter, hein, puisque c'est vraiment une initiative européenne. Donc c'est ma slide suivante. Donc voilà, il y a une stratégie numérique de l'Union européenne. En 2016, il y a eu une première réglementation qui concernait les données personnelles, donc le RGPD. En février 2021, il y a la stratégie européenne concernant les données non personnelles qui a été publiée, qui a donné lieu à 4 règlements européens que vous connaissez peut-être, hein, qui sont le Data Governance Act, Data Act, Data Service Act et Data Market Act. Voilà, c'est vraiment des textes fondateurs de la vision numérique. L'objectif de l'Union européenne, c'est de devenir un acteur de premier plan dans cette société fondée sur les données, avec l'ambition de créer jusqu'à 9 espaces de données, des data space au niveau européen, dont un sera dédié au monde agricole. Nous, il y a 2 éléments qui nous intéressent particulièrement dans ces réglementations au niveau du Data Governance Act. Le premier, c'est la définition de ce rôle d'intermédiaire de données, de data intermediaries. Il a été reconnu et voilà, c'est nouveau. C'est un acteur qui partage les données, mais qui ne les stocke pas et qui ne les traite pas. Sachant que chez DataHub, on ne prend pas non plus de commission sur chacun des échanges. C'est un système d'abonnement. Donc voilà, l'objectif de ces acteurs, c'est de créer de la confiance dans les échanges de données. Un deuxième point important, c'est qu'ils reconnaissent la question des asymétries de taille qu'il peut y avoir et de connaissances qu'il peut y avoir entre les différents acteurs. Si je prends une exploitation agricole et un industriel, typiquement, on n'a pas les mêmes rapports de force. Et donc, ils reconnaissent le consentement comme une étape préliminaire à l'échange des données. Et donc, nous, c'est vraiment dans cette stratégie-là qu'on s'insère et qu'on développe nos solutions qui sont, on essaye de faire donc DGA ready, donc prête conforme à ces réglementations. Un autre axe de travail sur lesquels on est impliqué au niveau européen, je vais accélérer un tout petit peu, c'est au niveau de GaiaX, c'est une association là qui regroupe plutôt des industriels et qui essaye donc de développer ces data space, donc un ensemble de services et d'infrastructures standardisées, fédérées, qui permettent d'échanger des données, donc vraiment avec cette idée d'interconnexion entre pays, entre plateformes pour faire circuler des données. Et avec DataHub est un Day One member,
et on a été élu donc comme projet phare Gaia X. Voilà. Juste pour le mentionner. Et pour terminer, donc nous, comme je le disais, notre objectif, c'est vraiment d'avoir des solutions qui soient conformes à ces nouvelles réglementations européennes qui rentreront en application mi-2023. Et voilà, on cherche pas à avoir un périmètre franco-français, mais bien d'avoir une vision européenne pour que ces données puissent circuler. Et de faire en sorte que les acteurs puissent avoir accès à l'ensemble des technologies à l'échelle européenne. Et inversement, on peut avoir, par exemple, des fournisseurs de données, du machinisme agricole qui va produire de la donnée, qui voudrait s'interconnecter à l'échelle européenne à d'autres partenaires qui vont pouvoir la traiter et valoriser ces données. Donc voilà, si je prends ce schéma, on voit bien, donc on travaille au niveau de la Commission européenne, notamment sur un projet sur lequel on est candidat, donc un CSA pour la création d'un data space agricole qui regroupe donc avec DataHub et coordinateur, et on regroupe 15 partenaires de 10 pays membres. Voilà, l'objectif, c'est d'arriver au final jusqu'à une feuille de route en définissant ce qu'est un data space, les différents aspects techniques, etc. C'est un travail préliminaire qui donnera lieu au développement d'un réel data space au niveau européen. Il y a tous les travaux menés avec le Franciva IA, donc plutôt sur cette partie traitement. On est aussi investi sur la partie projet Horizon Europe, Horizon 2020, et puis sur l'interconnexion d'autres plateformes existantes au niveau européen. Donc juste pour conclure, et j'en finirai là, l'économie numérique dans le secteur agricole est importante pour permettre au monde agricole de relever les défis comme le Green Deal ou des enjeux de traçabilité de la ferme à la table. Mais nous, on cherche vraiment à assurer que tous les acteurs soient impliqués, y compris les acteurs traditionnels, voilà, comme les agriculteurs. C'est vraiment une des spécificités. Et c'est ce qu'on fait notamment au niveau français avec l'association Numagri, qui travaille sur des cas d'usage très concrets, comme celui de l'optimisation de la logistique de céréales que nous menons avec IA Cargo. Et j'en profite pour du coup faire ma transition et donner la parole à Guillaume qui vous donnera sûrement plus de détails. Alors, bonjour à tous. Merci Thomas pour cette transition. Donc, moi, je vais vous parler de l'usage des data et de l'IA dans le cadre de la transition énergétique et plus particulièrement de la décarbonation des transports routiers, de la logistique et par extension, on travaille aussi sur des sujets de mobilité plus larges. AI Cargo Foundation, petit historique, est issu du groupe de travail transport et logistique du Hub Francia, qui a été fondé en 2018 pour travailler sur l'usage appliqué des data et d'IA dans le monde du transport et des logistiques. Le constat que l'on avait fait à l'époque, c'est que ce secteur, comme bien d'autres, fait face à des enjeux environnementaux considérables, que c'est un secteur aujourd'hui sous-optimal en termes d'organisation du système, très éclaté. Rien qu'en France, on parle à peu près de 40 000 entreprises de transport qui s'occupent de transport de biens. Et que, puisqu'il s'agit de déplacer des flux physiques, à la fois l'impact carbone est élevé. En résumé, dans l'impact carbone d'un Français, 30% correspondent à la partie transport, et dans ces 30%, la moitié, c'est tout ce qui est autour des biens. Et donc, il y avait un gisement d'économie d'énergie important et un besoin crucial de transformation de ce côté-là pour la filière.
S'ajoutant à cela, un enjeu aussi de compétitivité internationale. Vous avez bien suivi ces dernières années la montée en puissance du e-commerce avec des acteurs étrangers qui viennent prendre des parts de marché. Donc, tous ces facteurs-là nous ont amené à cette conclusion qu'il y avait un réel besoin d'accompagner cette filière. Et si on parle de flux physiques, pour les piloter, on n'améliore que ce qu'on mesure, il fallait les mesurer. Donc, travailler la data, comprendre les flux physiques, nous est paru évident. Et nous avons abouti à la création d'AI Cargo Information sous forme d'une association loi 1901. Donc, c'est un objet un peu particulier. C'est une association loi 1901 qui a été créée par les membres d'origine issus du Hub Francia, qui regroupe à la fois des grandes entreprises comme L'Oréal, la SNCF, La Poste, dans les membres initiaux, mais aussi un certain nombre de startups, soit très technologiques, soit plutôt métiers, et enfin des institutionnels qui sont venus petit à petit nous rejoindre. Notamment, nous avons à notre conseil de pilotage scientifique et industriel, France Logistique, qui est la structure qui représente l'ensemble de la filière des fédérations de filières. Et nous sommes soutenus aussi et suivis de très près par le ministère de la Transition écologique via son agence Innovation Transport. Pour mener nos activités bien dans le cadre des activités du Hub Francia, nous avons déposé un dossier de financement dans le cadre du PIA3 que nous avons obtenu, qui nous a permis de lancer vraiment les activités live d'IA Cargo sous deux axes. L'un, travailler sur des innovations data IA au service de la transition énergétique de la filière. Et deux, donc vraiment plutôt dans une vision de créativité et d'animation, et deux, développer des technologies, en particulier une plateforme d'échange, de traitement et de valorisation de données. Donc, vous allez entendre de ma part des éléments qui vont résonner avec la position de Data Hub. Donc, innovation d'un côté, développement de technologies et d'applicatifs, puisque selon notre vision, pour impacter correctement la filière, il faut pas seulement collecter la donnée et la mettre à disposition, mais aussi la valoriser, la raffiner et la rendre consommable par un acteur métier qui n'est pas un acteur de la donnée. Et plus récemment, nous avons obtenu de la part dans le cas des projets C2E, donc du ministère, un financement de 7 millions d'euros pour un sous-projet qui utilise la plateforme, qui vise à accélérer, à augmenter ce qu'on appelle le report modal, donc le report des transports routiers, de fret routier, vers le ferroviaire ou le fluvial. Alors, un premier élément qui me paraissait important de vous partager dans finalement la mission, la raison d'être d'IA Cargo, c'est que s'il paraît assez intuitif et évident que partager de la donnée ou échanger de la donnée, qui peut être stockée ou non stockée, c'est un enjeu complexe. Premièrement, ce que l'on voit à la fois vu d'IA Cargo, mais aussi du Hub Francia plus largement, qui accompagne beaucoup de projets de ce type, c'est qu'on assiste à une plateformisation de l'économie. C'est-à-dire que des écosystèmes constitués, des chaînes de valeur industrielles, on parlait pour l'agriculture du producteur à l'assiette, pour les transports, ça va être du chargeur, donc du remettant de fret jusqu'au consommateur utilisateur. Eh bien, on va avoir des écosystèmes constitués qui vont avoir un intérêt, pour des raisons d'efficacité, de bénéfices personnels, à constituer un système d'information commun d'échange de données. Ça, c'est plutôt nouveau. Et c'est probablement une opportunité aussi de compétitivité de la France et de l'Europe vis-à-vis du reste du monde. Mais c'est pas si simple. Ça pose des questions de gouvernance technologique, mais aussi de gouvernance opérationnelle. Comment on opère? Et pour ça, IA Cargo s'est constitué en association loi 1901 pour assurer cette gouvernance. Des sujets de collaboration, à la fois humaine et technologique. Gestion du consentement qui a été évoqué. Effectivement, il faut être capable de tracer tous les éléments qui sont faits. Et dans le cadre du partage de données, d'avoir à la fois les briques technologiques, mais les règles de gestion qui permettent
de publier, de standardiser, d'assurer une neutralité dans les échanges et le respect de la coopétition. Et donc, pour cela, effectivement, on assure à la fois les besoins juridiques, technologiques et gouvernance de tout cela. Et enfin, puisque on voit bien que le numérique est un enjeu de souveraineté économique et on verra le cas appliqué que je vais vous présenter après, c'est aussi un enjeu parfois de souveraineté plus qu'économique, sociétale, il faut assurer tous les éléments qui vont avec la souveraineté technologique, souveraineté sécurité numérique, anonymisation, et j'en passe. Donc, une partie de nos travaux et des services que l'on constitue vise à atteindre cet objectif, et on travaille aussi de façon très collaborative avec l'échelon européen, avec les différents ministères. Comment aujourd'hui on construit et on présente nos services? Eh bien, vous voyez effectivement ici un schéma fonctionnel du cœur plateforme que Yacargo a créé, qui assure toutes les briques fonctionnelles de la collecte de la donnée jusqu'à sa consommation. Donc, on va s'attacher à interfacer les interlocuteurs de tous ordres dans la chaîne de valeur, créer les connecteurs technologiques nécessaires, gérer la partie réglementaire si nécessaire, industrialiser les API, puis ensuite les faire rentrer dans la plateforme. Dans la plateforme Yacargo, ce qui nous a paru essentiel, c'est d'avoir des capacités d'échange et de stockage. Donc, on assure une fonction de stockage pour un certain nombre d'informations, tout en gardant la confidentialité, la sécurité, l'anonymisation. Voilà. Donc, on va essayer de garder le moins possible, mais de conserver des données à forte valeur ajoutée ou de haut niveau. De mettre au cœur du moteur des capacités de traitement IA multifonctionnelles, que ce soit sur le traitement du langage, des traitements algorithmiques complexes, sur de l'optimisation, du scoring, des traitements images, puisqu'on a pas mal de cas d'usage. On est sur un monde physique, donc on va traiter aussi d'images. Et puis, d'exposer tout ça sous différents formats, des formats de service avec des capacités de connexion vers l'extérieur, une marketplace de données et des services SaaS, où là, j'ai résumé quelques services SaaS comme un produit qui est accessible en SaaS, en web, qui permet à une entreprise ou un territoire de faire une cartographie de l'impact carbone de sa logistique. Des outils qui ont été dédiés à l'arrivée des ZFE et à l'impact de la logistique urbaine avec Delivery Park, qui va être sur la gestion des aires de livraison et la gestion des flux dans la logistique urbaine. Des outils pour travailler sur des modèles de flux de trafic et d'optimisation des flux de trafic. Et enfin, le dernier programme que j'ai évoqué, C2E, qui a spécifiquement pour vocation de cartographier les flux qui ont un potentiel de report modal de la route vers le ferroviaire et le fluvial, et ensuite de les exposer vers les différentes parties prenantes pour que ce service augmente et se déploie plus massivement qu'il ne l'est aujourd'hui. Pour information, aujourd'hui, le trafic ferroviaire, les ferroviaires en France, c'est de 9% du flux global, et l'ambition de la France, c'est de le faire passer à 18% d'ici 2030. Mais ça ne va pas se faire sans mal. Donc, le programme général, effectivement, je vais focaliser quelques instants pour illustrer comment l'application de la data et l'IA appliquée au transport peut avoir un impact fort sur des enjeux écologiques et énergétiques et d'empreinte CO2. Le programme Appel d'air donc va connecter, il commence déjà à connecter les acteurs en amont de chaîne, donc les remettants de fret, ce qu'on appelle les chargeurs, donc par exemple les gens du retail, des L'Oréal, des Nespresso, des Danone, les acteurs du transport qui sont souvent leurs sous-traitants, qui possèdent, eux, les données précises sur comment ont été transportés les flux, les données issues des opérateurs multimodaux,
opérateurs de ferroviaires, opérateurs fluviaux, et ensuite de faire 3 étapes: cartographier ces flux en l'état, cartographier les offres de services et, grâce à des algorithmes, d'identifier le potentiel de report modal, donc ce qui peut être combiné de façon différente pour aller jusqu'à, à l'issue du programme, vers un outil qui aidera à la modélisation des services adaptés et potentiellement à l'évolution des infrastructures nécessaires pour le faire. Un cas appliqué de ce programme que nous avons initié avec Ag Data Hub depuis il y a déjà longtemps, et le programme avec Intercéréales, qui s'appelle Cohesio. La Fédération des céréaliers est revenue vers Ag Data Hub il y a déjà plus d'1 an et demi, en disant, voilà, aujourd'hui, on s'aperçoit que notre filière est peu coordonnée, à la fois sur la connaissance de la production et des stocks, mais aussi et surtout sur la façon dont on assure le transport, la distribution et l'export de ces flux. Or, c'est un problème, ça entraîne des problèmes multiples. Donc, en termes de périmètre de jeu, on a des acteurs qui sont les acteurs producteurs, stockeurs et coopératives. On a des acteurs, effectivement, ensuite, qui vont assurer des fonctions de transport. Et enfin, si on s'arrête aux portes de la France, les acteurs portuaires ou bien les acteurs industriels sur le territoire français, qui vont être des gens qui font de l'amidon, qui font de la transformation, de la farine, ce genre de choses. Quel est l'enjeu de ce projet? Eh bien, il est dans le périmètre de cartographier en amont, et là, effectivement, c'est dans le cœur du métier d'Ag Data Hub d'aller chercher ces données, d'être capable de consolider cette vision pour permettre à la filière d'avoir une vision un peu globale des choses, et ensuite d'être capable aussi d'assurer et de regarder les flux de transport qui sont nécessaires pour tout ça. IA Cargo intervient assez naturellement, et c'est pour ça que on travaille en partenariat avec Ag Data Hub là-dessus, pour agir à la fois sur la collecte et sur la modélisation de la partie transport, et de ce qui est extérieur à la filière, c'est la collecte et la compréhension, l'analyse, l'interprétation des flux de transport. En macro-objectif pour la filière, c'est grosso modo améliorer le système, améliorer les coûts et améliorer l'impact. À la fois parce que c'est un enjeu de compétitivité internationale, c'est aussi un enjeu d'anticipation, de réglementation. Mais malheureusement, l'histoire de l'Ukraine nous apprend que effectivement, c'est aussi un enjeu de résilience et de souveraineté, alimentaire. Voilà un exemple que je voulais vous partager qui met bien en écho un petit peu des visions communes du traitement des données et de ce qu'on peut apporter collectivement à des écosystèmes ou à des industries plurielles. Je vais donc passer la parole maintenant. Merci, et je rends la parole à Pierre. Merci Guillaume. On va passer la parole à Antoine. Antoine, je te laisse monter sur cette scène digitale et partager ton écran sur ta présentation. Ouais. Hop, attendez, je partage l'écran. Tac. Très bien, c'est bon pour vous? Super, merci. Ok, bon allez, je débute alors. Mais bonjour à tous. Du coup, c'est un vrai plaisir pour moi de vous présenter eh bien, cette présentation sur l'analyse massive des données satellites avec notre outil donc, qui s'appelle Nimbo. Du coup, alors est-ce que ça passe bien ici? Voilà. Du coup, je vais vous présenter rapidement notre société. Donc, on est une société qui a bientôt 5 ans, qui est basée à Rennes, dans l'ouest de la France. Et nous, notre activité est de livrer à nos clients des informations stratégiques qui reposent principalement sur de l'analyse d'images satellites. Donc, notre force, c'est d'avoir la capacité à traiter des quantités très importantes d'images satellites et de réaliser du suivi à une échelle qui est continentale. Nous avons développé donc la plateforme Nimbo, qui est aussi une API. Elle a aujourd'hui plus de 600 utilisateurs, et c'est de ça dont je vais vous parler dans les prochaines slides. On a 16 salariés actuellement, on recrute, donc n'hésitez pas à nous contacter.
Et enfin, je tiens aussi à mentionner qu'on bénéficie d'un soutien à plusieurs échelles, que ce soit local, national et aussi européen. Alors, donc aujourd'hui, on va parler donc d'images satellites pour en fait présenter un peu ces données aux non-initiés. Il faut en fait insister sur les avantages qu'elles apportent. C'est des données qui sont globales, c'est-à-dire en fait qu'elles vont nous permettre de mesurer et de faire un suivi sur le globe entier. C'est des données qui sont continues, ça veut dire que dans le temps, on va toujours pouvoir mesurer à une fréquence qui peut varier finalement un phénomène sur la Terre. Et enfin, ce sont des données qui sont homogènes. Si on se base toujours sur le même type de capteur, on aura toujours le même type d'observation. Et enfin, c'est aussi une donnée qui est objective. Le satellite, il observe, il enregistre et il nous renvoie la donnée. Il ne se base pas sur une interaction humaine ou une déclaration d'information. Donc, ça fait une très grosse différence. Par contre, la donnée satellite, elle est massive. Donc, on a en fait énormément de données qui parviennent chaque jour et ça devient très compliqué de pouvoir extraire une information utile de ce type de données. Pour vous donner un ordre d'idée, le programme Copernicus, donc qui est le programme spatial européen d'observation de la Terre, il enregistre chaque jour 16 téras de données. Ça représente à peu près en fait une tour Eiffel de Blu-ray compilés par jour. Donc, c'est pas anodin. En plus de ça, les données satellites, elles sont difficiles d'accès. Il faut aller sur des serveurs d'agences spatiales, il faut comprendre tout un jargon pour pouvoir les récupérer. Elles sont difficiles à traiter puisqu'en fait les images elles reposent en fait elles enregistrent des stripes en fait d'acquisition qui correspondent en fait à leur défilement d'orbite. Il y a des nuages, on ne sait pas les enlever. Et enfin, en fait, elles sont difficiles, les données aussi, à analyser. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a pu récupérer l'ensemble de ces informations, les traiter pour extraire une information utile, c'est complexe. Et enfin, si on a réussi à faire même ces 3 étapes, les visualiser dans une interface dédiée et simple pour une application finale, c'est aussi quelque chose de particulièrement complexe. Du coup, vous l'aurez compris, construire des solutions qui se basent sur l'exploitation des images satellites, finalement, c'est quelque chose, si on l'internalise au sein de sa société, qui est lent et qui, du coup, si c'est lent, finalement, que ça prend du temps, ça devient cher. C'est pour ça que nous, on a créé donc, notre solution qui s'appelle Nimbo et qui est la première solution qui fournit une donnée satellite clé en main sous la forme en fait, d'une plateforme SaaS et d'une API. Donc, vous pourrez parcourir finalement les données à travers, par exemple, un navigateur web, comme vous pouvez le voir ici sur la vidéo. Vous pouvez bénéficier de services qui directement déclenchent des alertes, par exemple sur la construction d'un quartier pour le suivi de l'artificialisation des sols ou le suivi de feux de forêt, par exemple. Et enfin, c'est une plateforme qui est scalable. Donc aujourd'hui, nous, on produit des données tous les mois sur l'Europe et le Moyen-Orient. Et d'ici la fin d'année, en fait, on va faire une production tous les mois, finalement, d'une couverture qui va être globale, donc sur l'ensemble du monde. Donc pour nous, la technologie, elle repose de la manière suivante. En fait, elle se décompose en 2 parties. On a d'un côté, finalement, tout ce qui va être récupération des données Copernicus, et qui vont être traitées. Donc, on va nettoyer, on va extraire les nuages, on va assembler l'ensemble des images. Donc, tout ça, c'est fait par notre back-end qui va faire tout ce traitement-là. Et la deuxième partie de notre technologie, ça va être vraiment de fournir finalement cette information sous un format simplifié à travers notre API. Donc, pour des usages de visualisation, comme vous avez pu le voir là très rapidement, ou alors directement à partir de requêtes avec notre API. Par exemple, vous pourrez demander à Nimbo, quelles sont les surfaces de tournesol qu'il y a actuellement en Ukraine. Hop, vous envoyez votre requête et en fait, il vous dira que là, donc on est au mois de juin, par exemple, au mois de mai, on avait en Ukraine autant d'hectares de tournesol ou autre. Voilà un peu comment fonctionne la plateforme. Et enfin, c'est une plateforme du coup qui s'adresse à une multitude de clients qui peuvent être très divers. Donc, juste pour des néophytes qui veulent juste visualiser ou suivre un phénomène à partir d'un navigateur web, ou alors vraiment utiliser donc ces requêtes API pour une application métier bien spécifique. Hop, donc ça, c'est la plateforme. Donc, le site existe. Vous pouvez directement créer un compte.
et naviguer à travers la plateforme, voir ici vous avez Paris, vous pouvez voir des images en différents types de couleurs optiques. On traite aussi des images radar qui reposent sur le capteur Sentinel-1. Et ce qui est très important de savoir, c'est que ces données-là sont actualisées tous les mois. Donc tous les mois, vous avez une actualisation sur l'Europe et le Moyen-Orient. On a poussé le côté, en fait, on va dire, ludique au maximum avec le développement de Nimbo, puisqu'en fait, on a développé un outil qui vous permet de partager finalement le phénomène que vous observez directement sur notre plateforme, et vous pouvez directement donc extraire des animations que vous pouvez partager sur des réseaux sociaux. Comme par exemple ici au milieu, on a la sécheresse qui sévit actuellement en Irak, où on a carrément donc des lacs qui disparaissent, où vous pouvez suivre des phénomènes plus d'urbanisation, avec ici la création d'un pont en Croatie. Donc tout ça, ça se fait très vite en créant un compte directement sur la plateforme. Donc aujourd'hui, en fait, la thématique, c'est de voir le lien qu'il y a entre l'agriculture et l'observation de la Terre. Nous, quand on fait nos échanges avec nos prospects, on s'aperçoit bien que finalement, on a des données qui sont qualitatives et quantitatives qui restent limitées. Nous, nos prospects, ils se demandent comment avoir confiance en tel type de données ou tel type de... Voilà, j'ai des données de ce type-là, de telle année, puis pour l'autre année, c'est un autre type de données. Est-ce qu'elles sont comparables? Ça, la plupart du temps, ce n'est pas possible. Donc, en fait, les acteurs ne vont pas directement faire des études poussées et ne vont pas sortir des statistiques, puisqu'en fait, les informations n'ont pas de sens. Donc, du coup, ces acteurs-là n'ont peu de connaissances sur les dynamiques agricoles. Et des fois, ils ne savent même pas dire ce qui pousse réellement sur les territoires qui les intéressent. Et du coup, ils ont du mal à anticiper ou établir des plans d'action. Comme on l'a vu, là, on a parlé de logistique. Ça peut être aussi pour des questions de stockage ou même de négoce. Du coup, avec notre plateforme Nimbo, nous, on arrive à produire des données homogènes aujourd'hui sur l'ensemble des parcelles agricoles d'Europe. Donc, en fait, si on reprend un peu la brique technologique que j'ai présentée juste avant, on réalise dans cette partie en fait, de traitement qui est fait en fait, chez nous dans notre data center, des extractions qui sont des informations utiles pour les acteurs du milieu agricole. Donc ça repose sur l'analyse de millions de séries temporelles. En fait, on va analyser l'évolution en fait, des images satellites dans le temps, et on va pouvoir détecter les cultures principales, les rotations de cultures, les durées de couvert hivernal, les proportions de couverts, et voilà, et encore une multitude d'autres indicateurs sur l'état des cultures. Donc tout ça, en fait, c'est pas... voilà, ça existe, on l'a produit, et notamment on a mis en place un produit vitrine qui est disponible ici sur agri.nimbo.earth, qui vous permet en fait de consulter nos résultats sur aujourd'hui 18 pays. Donc allez sur cette adresse et vous pouvez voir finalement l'état des cultures sur l'ensemble de ces pays. Vous voyez, on a de l'Irlande jusqu'à l'Ukraine. Là, nous, on a publié des données pour l'année 2020. C'est parce que en fait, la donnée de 2020 a moins de valeur que celle qui est de mai 2022. Bien sûr, tout le monde aura compris que finalement, nous, la valeur de nos données est finalement dans leur fraîcheur. Mais en fait, voilà, si ça vous intéresse d'avoir des données qui sont actualisées tous les mois, c'est des choses que l'on sait faire, et à l'échelle en fait continentale aujourd'hui, qui est l'échelle européenne. Alors, quel est l'intérêt de produire ce type de données? Il y en a une multitude. Comme j'ai dit, c'est la fraîcheur. Et on a des acteurs en fait, qui cherchent à avoir l'information qui est actualisée tous les mois. Et aussi, c'est parce qu'aujourd'hui, la donnée qui est disponible, la plupart du temps, elle arrive donc assez tard dans l'année. Et souvent, en fait, les acteurs récupèrent des données qui sont déclaratives. Donc, par exemple, ici, on a les données de Nimbo qui sont comparées aux données Eurostat. Et donc, on peut voir qu'on a une bonne correspondance en fait, entre nos prédictions et les déclarations qui ont été faites, que ce soit par pays, mais aussi par type de culture. Et voilà, donc nous, en fait, si on revient sur les avantages finalement du satellite, c'est que cette donnée-là, elle n'est pas déclarative, elle est totalement objective, puisqu'elle est basée sur l'observation de données satellites. Et en plus, elle permet d'avoir une actualisation tous les mois, alors que les données type déclarative arrivent la plupart du temps avec 1 an de retard. Voilà.
Nous, avec Nimbo, en fait, on a déjà plusieurs cas d'usage très concrets. Donc, parmi nos clients, par exemple, on travaille avec le ministère de l'Agriculture, avec qui on fournit un indicateur de production fourragère qui est basé en fait sur l'usage de données radar Sentinel-1. Donc, tous les mois, finalement, on va fournir un indicateur sur l'état de productivité des prairies. Il faut savoir qu'en fait, les prairies sont surtout sensibles à l'aléa inondation et à l'aléa sécheresse. Donc, en fait, dès qu'on a ce type d'événement qui apparaît, ça a un impact direct sur nos images satellites radar. Et ces informations-là, on les fait remonter tous les mois en fait, au ministère de l'Agriculture. Eux peuvent ensuite débloquer des dispositifs adéquats sur la base de nos données. On travaille aussi avec donc des agences de l'eau comme Haute-Paris, qui en fait a mis en place en fait un système incitatif de respect de bonnes pratiques environnementales. Et donc pour Haute-Paris, on va venir vérifier l'efficacité finalement de la mise en place de ces incitations de bonnes pratiques. Et de la même manière, on travaille avec aujourd'hui des sociétés aussi privées comme les multinationales Nestlé et McCain, qui, eux, ont un programme donc, incitatif auprès de leur chaîne d'approvisionnement pour les inciter en fait, à se mettre à mettre en place en fait, de l'agriculture régénérative dans leur process de production. Donc, en fait, Nestlé va on va dire, leur imposer en fait un cahier des charges sur un respect de bonnes pratiques environnementales. Et donc, de la même manière, on est chargé en fait de vérifier l'efficacité en fait de ces nouveaux dispositifs. Voilà, en fait, là, c'est une slide qui va un peu résumer le type d'informations que va fournir à nos clients. Donc, ça peut se baser donc, sur la rotation notamment des cultures, de savoir sur une parcelle qu'est-ce qu'on a eu comme culture en fonction des différentes années, d'avoir en temps réel en fait le type de culture, savoir la proportion du taux de couverture, et aussi on peut avoir voilà, le type de culture intermédiaire que l'on a, etc. Voilà, c'est juste pour illustrer. Tout ça, en fait, ça fonctionne, hein, ça existe. Et de la même manière, sur la plateforme Nimbo, vous pouvez même essayer notre API. Aujourd'hui, voilà, vous allez sur la petite démo, vous pouvez cliquer sur un champ, appeler l'API. Donc, vous demandez, tiens, Nimbo, tiens, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui sur ce champ-là? Et en fait, là, Nimbo, dans la produit démo, vous retourne la culture qu'il y avait en 2020. Aussi, une chose qui est importante, c'est qu'on est aussi capable de détecter les contours de toutes les parcelles là aujourd'hui d'Europe. Donc, en fait, sur l'API Nimbo, vous cliquez dessus et hop, vous avez le contour de la parcelle qui s'affiche. Et vous pouvez le récupérer, le télécharger, le mettre dans votre application métier. Donc voilà, ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les images satellites sur en fait une échelle qui est aujourd'hui continentale sur des applications dédiées à l'agriculture et à l'environnement, puisqu'en fait nous aujourd'hui nos clients c'est pas forcément sur de l'agriculture de précision, mais c'est surtout en fait pour suivre la mise en place de bonnes pratiques environnementales, et ça peut se faire aujourd'hui avec des données satellites en partie. Tout ce qu'on développe, nous, à CareMap, est développé en France. C'est important, puisqu'en fait, on a beaucoup de solutions qui sont développées dans des clouds comme Google, AWS et autres. Nous, à CareMap, on a fait le choix de tout développer dans notre propre data center, et c'est hébergé aussi auprès de partenaires qui sont aussi français. Voilà, je vous remercie et je suis disponible pour plus de questions si vous en avez. Merci. Merci Antoine pour la présentation. On va passer la parole à notre dernier intervenant qui est Alexandre. Et je récupère la présentation pour la partager. Hop là, c'est à toi Alexandre, je te laisse la main. Bonjour à tous. Premièrement, j'aimerais remercier Pierre et toute l'équipe de Afrancia pour l'invitation. Et également remercier donc les interventions précédentes qui étaient très enrichissantes. De mon côté, on va parler et plutôt introduire la notion de comment optimiser son empreinte carbone grâce aux données. Donc moi, c'est Alexandre Pachoutine, je suis cofondateur de Cabone et responsable de la partie technique et produit donc au sein de Cabone. Cabone a pour mission de rendre simple, accessible et transparent donc, la mesure d'impact carbone, grâce notamment au développement d'outils technologiques permettant donc une gestion
des émissions de gaz à effet de serre. On va commencer par définir ce qu'est une empreinte carbone. Donc, c'est un des indicateurs d'impact environnemental qui permet de quantifier donc, les émissions de gaz à effet de serre d'une activité ou d'une action. Un gaz à effet de serre, c'est quoi? C'est un des 7 gaz qui participent au réchauffement climatique. Donc, une activité, ça peut être l'achat d'un smartphone, le déplacement d'un point A à un point B au sein d'un véhicule à essence, par exemple. Pour une entreprise, on va pouvoir regarder une activité, donc une action, quantifier donc, la quantité de gaz qui a été émise. Les standards en prennent 3 principaux, donc le protoxyde d'azote, le méthane ainsi que le dioxyde de carbone. Une fois que c'est quantifié, on va pouvoir le convertir en une unité unique qui est le CO2 équivalent, permettant de simplifier l'indicateur, donc de pouvoir comparer une activité avec une autre, mais également de communiquer plus simplement, que ce soit en interne ou à l'extérieur. Les standards en vigueur ont catégorisé ces émissions. C'est la notion de scope qui intervient ici. Donc, pour une entreprise, on va pouvoir lister toutes les émissions de toutes les activités de l'entreprise, qu'elles soient en amont, dans la production, en aval de l'activité. Le premier scope, c'est les émissions directes. Donc, on va émettre directement des gaz lors de l'activité, typiquement quand on va faire la combustion de combustible, par exemple. Ensuite, on a le scope 2, qui sont les émissions indirectes qui sont liées à l'énergie. Là, on parle, par exemple, de l'utilisation de l'électricité. On ne va pas émettre des gaz à effet de serre quand on va brancher un appareil à une prise électrique. Par contre, cette électricité qu'on utilise a émis des gaz à effet de serre lors de sa production. Ensuite, on a le dernier scope qui répertorie le reste des émissions, qui peuvent être l'achat de produits, de services, les amortissements donc, des bâtiments, les déplacements des collaborateurs, etc. En aval de l'activité, on va parler plus de l'utilisation du produit et de sa fin de vie. De ces standards donc internationaux, plusieurs outils ont vu le jour. Je vais parler précisément de ce qu'on a en France, donc le bilan carbone qui a été créé en 2002 par l'ADEME et qui est géré donc, depuis 2011 par l'association Bilan Carbone. Plus qu'un outil, c'est une démarche qui permet donc de gérer ces émissions de gaz à effet de serre avec plusieurs étapes. Une première étape de sensibilisation, de formation des équipes à la notion de réchauffement climatique et ses effets. Ensuite, on a une phase de cadrage de la partie plus opérationnelle, c'est-à-dire est-ce que je prends en compte l'entreprise en entier? Est-ce que je prends en compte un site, simplement une filiale? Et on cadre également la partie plus métier carbone pour dire on prendra tel scope lors de l'étude et tel poste d'émission de ces scopes-là. Une fois que ce cadre est défini, on va collecter les informations en lien donc, avec ce cadre. Combien d'énergie j'ai consommé, par exemple, pour mes locaux, quelle est la distance totale parcourue par mes collaborateurs. Une fois que cette collecte est réalisée, on va pouvoir exploiter ces données-là en réalisant du dashboarding, faisant des rapports pour pouvoir le partager d'un point de vue légal, mais également pour établir un plan d'action de réduction donc, de ces émissions et donc suivre ensuite des actions. Malgré l'effet bénéfique donc, de ce produit, de ces types de produits, il amène des limites. Pourquoi? Parce que c'est une démarche qui est encore en phase d'adoption, donc due à la législation, mais aussi à l'effort qui est nécessaire, notamment pour récolter les données, ou même une peur de l'inconnu de certaines entreprises. Les entreprises, aujourd'hui, sont très peu à réaliser ce bilan carbone, et celles qui le font à une fréquence qui est très peu élevée, dû donc à tous les points que j'ai listés au préalable. Ce qui engendre des problèmes pour mettre en place des actions. Pourquoi? Parce que ces actions peuvent être très coûteuses, être chronophages et être difficiles à mettre en place. On a aussi un retard sur la prise des décisions car on a le résultat à une fréquence très peu élevée. Une des autres limites, c'est que le scope 3, donc on a défini tout à l'heure, est souvent oublié. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé bien plus tard, il a été défini bien plus tard que le scope 1 et le scope 2.
et qu'il est plus complexe car il est lié spécifiquement à l'activité de l'entreprise. Aujourd'hui, les bilans carbone sont faits souvent par des consultants qui sont externes et ne connaissent pas le métier de l'entreprise. Pourtant, ce scope 3, en moyenne, représente 75% des émissions donc, des entreprises. Donc, on a une opportunité ici donc, pour remplacer ce one-shot, cette forme d'audit qui est fait, donc la législation demande tous les 3 ans pour certains types d'entreprises. On a une opportunité à le remplacer par du temps réel grâce notamment à la technologie. En connectant donc, les sources de données de l'entreprise, que ce soit des applications internes donc, ou des bases de données internes, à un outil de management du carbone afin d'avoir en temps réel, si on le souhaite, des rapports, des résultats et des préconisations sur la mesure d'impact carbone. Ça permet de prendre des décisions rapidement et de réaliser des actions, d'avoir des actions qui sont réalisables dans le temps. Un des points assez importants également, c'est de rassembler les différents métiers qui sont nécessaires au calcul donc, de l'impact CO2. Comme dit auparavant, l'expert climat donc, va faire ce bilan carbone d'une entreprise, va récolter les données passées de l'entreprise pour effectuer donc, un rapport et des préconisations. Toutefois, il y a des difficultés de communication entre donc l'expert climat et les autres métiers de l'entreprise, notamment ce pourquoi l'entreprise travaille. Il faut développer donc, des outils qui permettent d'améliorer la communication entre tous ces métiers et donc pour avoir bien sûr à la fin le but de réduire ces émissions. Tout ça pour arriver à l'important pour réduire drastiquement ou réellement ces émissions de CO2. Il est nécessaire d'intégrer donc l'indicateur d'empreinte carbone au même niveau que les indicateurs historiques de l'entreprise. Comment? En connectant donc les applications métiers ou les données de l'entreprise à un outil de management du carbone qui va permettre de ressortir donc, des préconisations, des résultats. Et si on match ces informations-là avec les indicateurs historiques, qui sont, je ne sais pas, la qualité d'un produit, les indicateurs financiers, on va pouvoir prendre des décisions beaucoup plus rapidement et en lien donc, avec l'activité économique de l'entreprise. Donc, en amont de tout ça, une évaluation globale, bien sûr, est nécessaire afin de détecter les plus hauts postes d'émission dans l'entreprise. Et comme Victor l'avait introduit tout à l'heure, ne pas développer des intelligences, développer des intelligences qui vont consommer plus d'énergie que le gain qui peut être possible. Il y a une notion de centralisation pour donner l'accès à la donnée à tous les métiers de l'entreprise, à toutes les personnes de l'entreprise, pour ensuite automatiser donc, cette récolte et ces préconisations. Merci de votre attention et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à nous contacter. Merci Alexandre pour cette présentation sur le bilan carbone. On est arrivé à la fin du cycle des intervenants. La conférence se termine à 18h15, donc ça nous laisse 10 bonnes minutes pour pouvoir répondre aux questions. Je vois qu'un certain nombre de questions ont été posées, qu'à ces questions, certaines ont été répondues directement par écrit par les intervenants. Donc je vais faire une sélection de questions auxquelles il n'y a pas encore eu de réponse. À commencer par la question de Sylvie, qui, je suppose, s'adresse à Guillaume. Dans le domaine du cargo, avez-vous des acteurs autour des drones? Alors, non, dans les cas d'usage que nous traitons aujourd'hui chez iCargo Foundation, pour rappel, on a plusieurs grands axes: décarboner le transport longue distance, donc le report modal, décarboner la logistique urbaine. Aujourd'hui, on est sur la massification et la livraison du dernier kilomètre optimisé, donc comment on recombine tout ça. Améliorer l'impact carbone des véhicules, donc éco-conduite, changement de flotte, voilà. Et puis piloter plus largement l'impact carbone d'une industrie qui
utilisent du transport. Dans nos cas d'usage, nous n'avons pas encore de projet sur les drones. On a eu des contacts dans différents endroits, notamment de livraison par drone, qui commencent à émerger. Il y a notamment en Australie des programmes qui tournent, qui sont largement au-delà des expérimentations, puisque les chiffres, c'est plusieurs centaines de milliers de livraisons. J'ai plus les chiffres exacts, mais c'est passé bien au-delà du pilote. C'est probablement des choses qui apparaîtront si c'était ça la question. Mais voilà, c'est le seul cas d'usage qu'on identifie en perspective pour l'instant. Guillaume, tant que tu es sur scène, une autre question de Sylvie. Est-ce que la plateforme est opérationnelle ou juste à l'état de projet de recherche? Non, la plateforme... Ah, j'ai un écho. Alors, je vais parler doucement. Vous m'entendez? On t'entend, oui. Alors, la plateforme est opérationnelle et les applications qui tournent pour les utilisateurs au-dessus, donc pour les usagers, l'application de calcul de l'impact carbone qui s'appelle eClimatic fonctionne aujourd'hui. Elle est en test chez différents clients. L'application de gestion des aires de livraison, elle aussi est opérationnelle. Et la plateforme de report modal démarre, puisque c'est un programme qui nous a été notifié en début d'année calendaire. Et donc, on est en lancement de programme. Et enfin, la partie éco-conduite et changement des flottes, c'est un programme que IA Cargo a intégré et qui tourne déjà depuis plusieurs années, qui donne des effets très positifs sur les économies de carburant. Merci. Et deux petites questions encore sur ta partie, comme ça on va faire la thématique. On avait une question d'Audrey, donc toujours à ta destination, Guillaume. Quelle est la source d'information, la source de données, je suppose, pour le pourcentage du ferroviaire en France versus les autres modes du transport et comment ça a été défini, donc qui s'engage pour augmenter ce pourcentage, etc. Alors, j'étais en train d'écrire. Ah. Voilà. Et je poste mon chat. Voilà. Donc, il a été créé en 2018 de mémoire, l'Alliance 4F, qui regroupe l'ensemble des acteurs qui utilisent du fret ferroviaire, donc les opérateurs ainsi que les chargeurs. Et cette ambition a été partagée entre les pouvoirs publics et les acteurs privés. Et vous verrez sur le site un certain nombre d'éléments chiffrés, documentés et d'objectifs qui ont été fixés. Merci Guillaume, je ne vois pas d'autres questions pour toi. Je prends une question qui a été posée par Geoffrey. Merci Geoffrey, merci d'être présent. C'est une question, je suppose, plutôt pour Thomas. Est-ce que vous travaillez avec des sociétés comme Synox, solution de maîtrise de la consommation d'eau, ou Descartes Underwriting, assurance face aux risques climatiques? Alors, pas ces sociétés à ma connaissance. Par contre, on travaille beaucoup effectivement sur les sujets autour de l'eau. Voilà, on a travaillé avec Suez l'année dernière sur ces sujets-là. Donc voilà, je veux dire, je connais pas ces sociétés en particulier, mais en tout cas, nous l'idée, c'est vraiment de faire circuler la donnée, donc que ce soit de l'eau, du carbone, tous ces types de données en lien avec la production agricole. On est preneur et ça fait partie de notre périmètre. Merci Thomas. Je vois qu'il y a une dernière question de Céline. Bonjour Céline, également un petit coucou. Question pour Alexandre, puisqu'il concerne Carbone. Comment évaluer l'empreinte d'un produit, d'un service? Sur quel référentiel peut-on s'appuyer pour calculer l'empreinte de l'entreprise? Alors bonjour, Céline. Pour calculer l'empreinte carbone d'un produit, il y a plusieurs bases de données qui sont disponibles publiquement et gratuitement, notamment celle de l'ADEME, où on va pouvoir décomposer, avoir les valeurs CO2 et le coût CO2 donc, de chaque étape en fait, de la conception d'un produit. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure lors de la présentation, la création donc, de l'analyse de cycle de vie d'un produit se fait en co-construction, donc avec un expert du métier et un expert du climat. C'est-à-dire l'expert du métier, c'est exactement toute la chaîne de valeur de la construction de son produit ou de son service.
la quantité de, je ne sais pas si on parle de Michelin et ses pneus, la quantité de caoutchouc et d'où elle provient, l'énergie nécessaire à faire fondre ce caoutchouc, etc., etc. Et donc, il va falloir co-construire donc ce nouveau facteur d'émission qui est spécifique donc à Michelin. Donc, avec l'expert climat qui dira le caoutchouc, il vaut tant en CO2 grâce aux bases de données comme celle de l'ADEME. Merci pour cette réponse, Alexandre. On a donc fait le tour, je pense, des questions. Je regarde un dernier message. Ok, c'est bon pour la réponse. Céline te remercie. Alexandre, merci à tous les intervenants d'avoir participé, d'avoir présenté les différentes thématiques. Merci également à tous les participants d'avoir assisté à cette conférence et d'avoir posé des questions. On va avoir un replay de cette conférence qui sera disponible, qui sera mis en ligne, je pense, d'ici fin de semaine, sur la chaîne YouTube du Hub Francia. Donc, n'hésitez pas à revenir après coup visualiser la vidéo si vous voulez revoir à tête reposée vos passages préférés de la conférence. Et encore une fois, merci tout le monde pour avoir participé à cette conférence. Et je vous souhaite une excellente soirée.